Voilà, bienvenue. Là, cette fois-ci, c'est un vrai bienvenue à ceux qui sont là nombreux pour assister à cette deuxième conférence du cycle, enfin en tout cas du cycle d'aujourd'hui sur les multiples facettes de l'entrepôt 4.0. On va encore parler digital, on va parler omnicanal, on va parler surtout de vision, puisque là, voilà, c'est les opportunités et les défis de la logistique omnicanale qui vont nous être exposés par Steph Logs et par un partenaire digital qui s'appelle Shippingbo et que vous connaissez sûrement. Et donc, on va se projeter à l'horizon 2024-2026. On va parler de nouveaux modes de collaboration. On va parler de fulfillment, ça c'est le terme aussi à la mode depuis quelques années, de cross-border, de stratégie multi-entrepôt. Je vais les laisser se présenter. Je vais laisser Romain Parent, qui est DG et directeur de la stratégie de Shippingbo, vous les présenter. Voilà, vous avez 3 quarts d'heure. N'oubliez pas la séquence traditionnelle de questions-réponses. À tout à l'heure. Merci. On est bavard, mais on va essayer de garder un peu de temps pour les questions-réponses. Donc effectivement, on va essayer de parler de cette thématique. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, pour que vous sachiez quels sont nos intervenants, je vais les laisser se présenter rapidement leur entreprise. Alors rassurez-vous, nous aussi, on assiste à des conférences et on n'aime pas trop passer des heures à l'autopromotion. C'est juste pour que vous ayez le contexte de qui va prendre la parole. Donc d'abord, parole à toi, Ikram. Bonjour tout le monde, donc je suis Ikram Rani-Alaoui, je suis directrice du développement e-commerce chez Steph France. Steph est un pure player de la supply chain alimentaire. Steph est aussi a une mission, c'est d'approvisionner la population en produits alimentaires en température dirigée et dont l'expérience, je dirais, est riche de plus de 100 années d'apprentissage à travers les siècles et à travers l'évolution du marché de l'alimentaire. Voilà. Merci Ikram. Donc en résumé, les experts de la chaîne du froid. Vincent ? Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Mangin, je suis directeur du développement international de Logs, qui est une marque du groupe de Ray. Aujourd'hui, je vais vous parler au nom du groupe de Ray, qui est un groupe prestataire logistique, transporteur, qui accompagne, on va dire, ses clients et partenaires avec plus de 5000 collaborateurs sur pas moins de 2 millions de mètres carrés de surface logistique. Aujourd'hui, on segmente un petit peu le marché, on a la chance de couvrir plusieurs parties, plusieurs segments d'activité. On va commencer par une logistique assez exclusive, où on va gérer le domaine du luxe, de la pharma, de la cosmétique, tout ce qui va être assez exigeant. On va avoir une grosse partie de distribution qui va être principalement opérée par la marque Logs, où on va gérer tout ce qui va être mainstream, on va gérer l'univers de la maison, on va gérer l'agroalimentaire, on va gérer, on va dire, énormément de textiles. Et ensuite, on a d'autres entités du groupe qui nous permettent d'offrir aujourd'hui une offre full service. Donc on a vocation aujourd'hui d'accompagner nos partenaires en end-to-end de l'inbound jusqu'à la livraison au client final, qu'il soit issu du B2B ou du B2C. Voilà, en quelques mots, on aura le temps de s'étendre un petit peu plus tard. Merci. Donc un expert de la logistique généraliste avec une vraie expertise aussi sur la logistique e-commerce. Et donc, à toi, Fabien. Bonjour à tous, Fabien Plateau. Donc, je suis responsable du pôle logisticien chez Shippingbo. Alors, en premier lieu, Shippingbo, c'est tout d'abord un écosystème. On a pour vocation de fluidifier les flux d'interaction entre les différents acteurs de la supply. 200 acteurs aujourd'hui sont reliés à notre logiciel, que ce soit sur la partie canaux de vente, CMS, Marketplace, vente privée. On passe donc par l'entrepôt et notamment par des logisticiens 3PL et également du coup par la partie transporteur. Donc on le fait par le biais d'une suite logicielle avec un order management system qui peut être mono ou multi-entrepôt et ensuite donc par un WMS TMS
qu'on peut déployer en natif, comme c'est le cas chez Logs. Et également, on est en capacité d'interagir donc avec des SI tiers, comme ça a été le cas dans le cadre du projet avec Steph Logistique. Merci beaucoup pour cette brève présentation. Donc, vous l'avez compris, ce sont des intervenants qui connaissent bien le métier de la logistique, mais surtout qui sont en lien avec des donneurs d'ordre très variés et nombreux. C'est pour ça que c'était intéressant de les avoir et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour parler justement des challenges et opportunités pour les e-commerçants dans ce contexte d'omnicanalité. Donc, avant de rentrer dans la prospective, peut-être nous faire un petit état des lieux sur 2023 et peut-être les points saillants. On ne va pas faire toute une rétrospective, mais que vous avez pu noter de votre côté. Peut-être toi, Ikram, oui, vas-y. Oui, donc pour un peu évoquer, c'est ce qu'on avait échangé juste avant, c'est que le marché, en tout cas autour de l'alimentaire, ne cesse d'évoluer. Nous devons, en tant qu'acteurs et leaders sur le marché de l'alimentaire en température dirigée, rester alerte quant aux évolutions des besoins de nos clients qui sont de différents types et de différentes tailles, des industriels de toute taille, des producteurs, des e-commerçants qui sont des e-commerçants naissants, dont l'objectif est de se développer avec des enjeux majeurs qui sont qu'on va arriver à développer par la suite, qui est l'omnicanalité. L'enjeu, certes, je dirais que pour moi, j'ai constaté un avant et après Covid, parce que l'avant Covid, il y avait le circuit classique de distribution, mais surtout le Covid a incité à infléchir les réflexions des acteurs sur le e-commerce, et puis par la suite l'après-Covid qui maintenant incite à aller chercher d'autres sources de vente pour tout type de e-commerçants, et c'est là l'enjeu qu'on a constaté et qui a, on va dire, marqué notre 2 dernières années et l'évolution des offres de Steph pour accompagner ce changement et accompagner cette transformation de la supply chain. D'accord, donc 2023, l'ère de l'après-Covid. Pour toi, Vincent ? Je vais rebondir sur ce que disait Ikram. Je pense que ça a vraiment été un accélérateur de tendance. Le marché, on va dire, historique, classique, articulé autour du retail et e-commerce n'était plus suffisant, soit pour les marchands ou soit même pour les industriels qui ont dû se tourner également vers des solutions D2C, d'aller chercher le client autrement pour pouvoir un petit peu pallier l'incertitude et la désorganisation des supply chains qui avaient été organisées et gérées, occasionnées dans le monde de la distribution. Donc aujourd'hui, on se doit d'être rapide, de pouvoir mettre en place des solutions efficaces, qui soient économiquement, on va dire, pertinentes et qui puissent permettre surtout d'aller piocher, atteindre les marchés en croissance et d'aller alimenter aujourd'hui, on va dire, le panier en allant sourcer dans différentes sources de vente. Donc on va aller chercher de la vente privée, on va aller chercher du CMS, on va aller chercher du wholesale, on va aller chercher directement du store. Mais on se doit aujourd'hui maintenant d'élargir le spectre pour pouvoir maintenir un niveau économique qui soit stable et permettre aux marques aussi d'affronter, on va dire, les intempéries actuelles qu'on voit sur différents marchés. Ok, donc dans cette même lignée, une accélération des transformations des réseaux de distribution qui imposent des nouvelles supply chains. Toi, Fabien, qui a peut-être aussi des contacts avec les DSI, donc peut-être sous cet angle-là, même question. Oui, alors c'est vrai que nous, d'un point de vue SI, c'est vraiment le ressenti qu'on a eu aussi sur la multiplicité des canaux de vente et de diffusion des différents marchands. Ça s'est beaucoup accéléré sur le B2C, dans le sens où aujourd'hui, en tant qu'e-commerçant, on ne va plus se contenter de vendre exclusivement sur sa plateforme de vente en ligne, CMS, mais également aller chercher de la croissance sur différents canaux, en premier lieu les marketplaces et les ventes privées. On sent aussi une digitalisation de l'offre B2B, puisqu'on voit aussi de plus en plus d'acteurs qui vont passer typiquement par des CMS aussi pour la prise des commandes B2B.
Donc au niveau des flux SI, pardon, on va être sur cette articulation et centralisation en temps réel de ces flux, et comment derrière est-ce qu'on peut les injecter pour être efficace d'un point de vue opérationnel en entrepôt. Je compléterai, on parle d'opportunité et de challenge. Pour moi, l'opportunité, du coup, elle est vraiment l'omnicanalité. Et le challenge, il est de disposer de l'omnilogistique en face pour pouvoir l'adresser. Quand on parle d'omnilogistique, c'est de pouvoir... Certains acteurs choisissent d'internaliser leur logistique, mais ce n'est pas tous les e-commerçants qui ont la capacité d'investir. Mais d'autres, je dirais, leur enjeu, c'est de pouvoir s'adosser à des logisticiens experts qui peuvent adresser cette omnicanalité. Et donc l'enjeu et le challenge, il est pour les e-commerçants pour avoir la possibilité de s'y adosser. Et l'enjeu pour nous, c'est de pouvoir y répondre tout en délivrant l'expérience client attendue. Ok, merci beaucoup Ikram. Vincent, tu voulais compléter? Je voulais rebondir parce que je suis tout à fait en phase avec Ikram. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un stock management, il y a un besoin de stock unifié. Il y a une zone de chalandise qui est de plus en plus grande. Donc aujourd'hui, on ne peut plus se restreindre au marché local. Donc on sait qu'il y a énormément de cross-border. On va aller chercher des sources de vente en dehors de nos frontières. C'est de plus en plus important. Comment on arrive à unifier l'information, comment on arrive à unifier les stocks pour trouver une solution qui soit raisonnable économiquement, mais surtout qui nous permette de piloter en temps réel les sources de vente qu'on va souhaiter alimenter en fonction de la météo du marché, en fonction des tendances. Quand on pense au B2B, et ce que tu disais Fabien, je suis 100% d'accord, on a une transformation, on a des nouvelles tendances, on a des nouvelles générations qui arrivent à des postes d'acheteurs, décideurs, qui seront peut-être moins orientés vers des contacts, on va dire, classiques, old school, humains, qui auront tendance à acheter ou alors à donner des ordres via des outils digitaux. Donc ça, on doit aussi s'y préparer. Et je pense que l'avenir du e-commerce B2B, c'est déjà inscrit, prévoit une belle croissance. Merci Vincent. Justement, vous avez employé des mots, alors des jargons que peut-être vous et nous employons au quotidien, mais peut-être pour l'audience, peut-être Fabien, toi tu peux nous recontextualiser un peu ce qu'on entend par omnicanalité, omnilogistique, et justement comment tu accompagnes peut-être certains clients sur ces problématiques, en quoi ça répond à leurs préoccupations pour qu'on en comprenne des applications concrètes pour les personnes qui sont là. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que là-dessus, on va vraiment avoir l'omnilogistique qui va découler de l'omnicanalité. Donc bon, l'omnicanalité, vous la connaissez, hein, multiplicité des canaux de vente, alors qu'ils soient en ligne, mais également du coup tout ce qui est offre de retrait magasin, point of sales, etc. Et derrière, comment nous, on va pouvoir articuler ça sur des offres logistiques qui seront adaptées pour chacun des contextes. On ne va pas réceptionner, préparer une commande de la même manière si on est dans un entrepôt qui est parfaitement équipé ou si on est dans un point de vente où on va bien sûr avoir des capacités de stockage et de préparation très différentes. Donc voilà, chez Shippingbo, là-dessus, on a vraiment pour vocation d'avoir cette capacité logicielle à pouvoir répondre à tous ces contextes d'utilisation. Merci beaucoup. Donc, en résumé, aujourd'hui, avec des plateformes qui représentent, donc les plateformes, ce sont les places de marché, marketplace, vente privée, plateformes de social shopping, plus de 35% du volume d'affaires online en B2C en France, 60% à l'échelle mondiale avec des acteurs comme Alibaba par exemple. L'omnicanalité s'est clairement imposée. Donc on l'a compris, tout le monde doit vendre partout. Ce que vous m'expliquez avec l'omnilogistique finalement, c'est que maintenant il faut aussi stocker partout. J'ai du stock chez moi, dans mes magasins, dans mon entrepôt, peut-être un peu de stock chez un 3PL partenaire, voire beaucoup de stock chez un partenaire 3PL qui sait justement gérer les volumes. Et puis, peut-être un peu de stock chez Amazon. C'est ça, finalement, l'omnilogistique. Pas du tout.
Je dirais l'omnilogistique, pour moi, c'est plutôt pouvoir centraliser pour pouvoir capter, on va dire, la valeur pour nos clients, sans pour autant ça leur coûte énormément cher. La multiplication de stock, pour moi, est un des facteurs, on va dire, de dépenses, et quand on sait combien coûte un stock. Donc l'omnilogistique, elle est de pouvoir disposer d'un partenaire qui va être capable d'adresser tous les canaux qu'on adresse. Sinon, on va multiplier nos investissements, on va multiplier nos dépenses. Alors, je suis franchement pas d'accord. Je préfère le dire. On va dire qu'historiquement, j'aurais tendance à devoir dire que oui, on a un besoin de rétention de stock en tant que 3PL, puisqu'on a vocation quand même à essayer de maximiser, d'unifier le stock. Ça a été nos arguments, on va dire, dans les dernières années, de pouvoir permettre d'unifier un stock et d'alimenter aussi bien les sources de vente retail que e-commerce. Et maintenant, on parle d'omnicanalité. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive dans un nouveau paradigme où on est sur un monde ouvert. Donc, on a vocation au sein du groupe à créer une offre, on va dire, full service, avec une volonté de rétention et d'offrir du end-to-end à guichet unique. Mais on est également conscient qu'aujourd'hui, on évolue dans un écosystème ouvert où, demain, le marchand, grâce à des outils IT, on va dire agiles et ultra ouverts, avec une capacité d'intégration plug-and-play plutôt phénoménale, nous permettront de gérer tout ou partie de sa supply en fonction de notre capacité, de notre taux de service. Je pense qu'on est plus demain dans un monde ouvert où on aura une capacité à avoir une certaine volatilité des flux. C'est paradoxal hein, de dire ça, mais je pense qu'on va vers ce sujet et que seul le taux de service et les capacités à être réactifs seront demain des outils pour, on va dire, garder dans nos murs et dans les murs de nos compétiteurs, on évoquera aussi le sujet tout à l'heure, vos marchandises dans la meilleure qualité et de vous offrir surtout une vision ouverte. Je pense qu'il faut s'ouvrir et je pense que c'est le maître mot aujourd'hui de l'écosystème et de l'ouverture sur les marchés. Je pense qu'on dit la même chose. La seule chose, elle n'est pas d'un acteur, elle est plutôt l'ouverture à tout, mais plutôt vraiment, on va dire, l'enjeu majeur n'est pas multiplier les coûts pour les commerçants. Elle est plus là qu'autre chose. Mais on est aligné sur la finalité, bien sûr, parce que c'est l'enjeu, il est répondre aux attentes on va dire, aux indicateurs clés de satisfaction client derrière. Là-dessus, je pense que, en effet, déjà, la notion la plus importante, ça va être vraiment de pouvoir apporter la réponse la plus adaptée aux contraintes métiers de nos utilisateurs ou de nos clients respectifs. Donc, effectivement, justement, c'était intéressant cet échange qui n'était pas tout à fait prévu. Mais réellement, c'est ce challenge et cette opportunité, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on a besoin foncièrement, pour utiliser certains leviers, de multiplier les points de stockage. Par contre, comme l'a dit Ikram, il faut réussir à intégrer. Donc, c'est cette ambivalence entre cette nécessité, effectivement, de multiplier les points de stockage, mais pas de le faire pour la beauté du geste. Non. On est dans une logique d'optimisation des flux de marchandises, d'optimisation des coûts, comme tu l'as dit. Et c'est ce qui est important parce que, d'autant plus sur le marché du B2C, les marges sont plus resserrées souvent que le B2B, et on est sur un business quelquefois de centimes dans l'e-commerce. Ça va nous emmener à la transition sur la deuxième partie parce que le temps passe vite et si on veut garder du temps sur les questions, ces changements-là, finalement, comment ils impactent... Ça marche. On peut faire next en régie, désolé. C'est les soucis du direct. C'est bon. Donc justement, quels sont les impacts sur vos organisations, vous en tant que logisticien notamment, de ces nouveaux, tu as commencé à l'exprimer Ikram, mais tu peux aller un petit peu plus loin ? Oui, tout à fait. En tout cas, fort du constat qui était lié à la période de pandémie, Steph, on
on va dire, on s'est posé avec nos équipes et de se dire comment accompagner et surtout comment ne pas être en retard par rapport à l'évolution du marché. En 2021, on a lancé notre offre eFood Logistique, qui est une offre qui s'adresse à des pure players on va dire pure players du e-commerce alimentaire, à nos clients industriels de toute taille qui souhaitent développer leur approche D2C. Cette offre, elle se base sur 5 piliers qu'on voit à l'écran, mais surtout, les plus, c'est ce qui adresse l'omnicanalité, comme on a dit. D'abord, on est connu à travers notre expertise B2B, à travers notre expertise sur la partie, on va dire, les solutions classiques des segments du retail, du segment de la GMS, du segment des industriels. Et il fallait qu'on ajoute, on va dire, cette expertise e-commerce, d'où le lancement de eFood Logistique. eFood Logistique, c'est d'abord aussi un travail c'est une stratégie qui a été partagée avec nos équipes, que ça soit IT, que ça soit direction métier groupe, après sa validation avec la direction générale, pour se dire pourquoi on y va. Pourquoi cette offre-là donc, pourquoi ça a été tout un travail de point de vue humain, mais surtout, pour y aller, qu'est-ce qu'il nous fallait? Donc, il fallait se connecter à un écosystème. Qui dit omnicanalité et qui dit e-commerce dit écosystème. D'abord, en amont, parce que, on en parle depuis tout à l'heure, on parle des sources de vente. Donc, pour pouvoir s'ouvrir à ces sources de vente, on a fait, à travers une étude avec notre IT et notre DMG, une étude du marché, comment aller vers le e-commerce et vers l'omnicanalité. C'est de la connexion CMS, c'est la connexion en core store et ainsi, plutôt à des marketplaces. Et là est arrivé bien sûr Shippingbo, qui pour nous était, à travers l'étude qu'on a fait, était le complément de notre offre pour pouvoir, on va dire, adresser l'ensemble des sources de vente en amont. Ça, c'est l'amont, mais aussi, il fallait travailler sur l'aval. Qui dit supply chain, dit l'aval. Notre expertise, elle est B2B, elle est en transport B2B. Il fallait la compléter en aval à travers, si je dois citer l'aval, c'est le partenariat avec des transporteurs pour adresser le B2C, et aussi avoir l'écosystème derrière. C'est-à-dire, qui dit adresser le dernier kilomètre, c'est adresser des messagers. Et donc, on a aussi développé les outils en face pour pouvoir créer les liens avec des messagers différents types et des commissionnaires, parce que on connaît un peu le coût de transport dans le e-commerce, et de pouvoir laisser le choix au client de choisir son transporteur est nécessaire. Mais lui faciliter l'accès à ce transporteur, c'était le leitmotiv aussi pour nous, pour développer le partenariat derrière, en amont avec Shippingbo et en aval avec TDI, qui est un des éditeurs aussi sur la partie, on va dire, développement des flux aval. Voilà un peu l'offre de Steph, eFood, on va dire, comment on a pu l'adresser et comment on l'a ajouté, parce que c'est un enjeu aussi principal qui a été inscrit, on va dire, aussi dans notre roadmap plutôt PMT, notre plan moyen terme 2022-2026. Le développement du e-commerce et de l'omnicanalité est un axe principal. Ok, donc une transformation à la fois de vos métiers, de vos offres commerciales, donc pour répondre aux enjeux du e-commerce. Alors, dans le food, c'est particulier parce que, au final, la révolution de la vente sur Internet a plus de retard que dans d'autres secteurs. Tout à fait. C'est très développé finalement par le drive, mais on voit que tous les analystes montrent que justement, c'est vraiment quelque chose qui va encore se transformer. Et Steph est un acteur historique qui va accompagner cette transformation. Oui. On y reviendra. Ça veut dire aussi d'autres transformations en interne. Tout à fait. Vincent, de ton côté ? Merci. Généralement, je reviens sur cette notion d'accélération. Ça a nécessité chez nous des transformations, je vais dire, on va dire structurelles, techniques, géographiques et humaines. Structurel, c'est aujourd'hui l'histoire du rapprochement et de la constitution du groupe de Ré,
qui nous permet de varier les expertises et de faire le grand écart entre le textile du luxe, le textile de la fast fashion, l'automobile, l'agroalimentaire. Donc c'est-à-dire que c'est un réel recensement des expertises qui nous ont permis d'aller dans des activités un petit peu transverses et de faire des accélérations, d'accompagner des leaders de l'alimentation animale sur des projets D2C réalisés en 6 mois post-Covid pour aller ouvrir de nouvelles sources de marché et créer de la valeur. C'est de beaux projets. Donc il a fallu de la technique, il a fallu aussi une digitalisation, il a fallu aussi renforcer la formation des hommes. Parce que le marché accélère, il faut qu'on accélère à même mesure si on veut pouvoir, on va dire, avoir le niveau des enjeux. Ensuite, une accélération dans la stratégie et la géographie. Aujourd'hui, on se doit d'accompagner nos clients dans des terres qui visent, où ils aimeraient pouvoir s'exporter. Donc on a une grosse accélération géographique qui va arriver dans les prochaines années. Ça demande de nouvelles ressources, de nouvelles compétences. Et puis une accélération aussi humaine, puisque on ne peut pas faire face à tels enjeux sans motiver les hommes, structurer les équipes. Et puis c'est un challenge aujourd'hui, je pense que vous devez aussi le rencontrer dans vos métiers. La supply chain n'a jamais été aussi présente en comité de direction, en comité stratégique. Il y a de nouveaux enjeux, il y a de nouveaux jobs tous les jours. Donc ça demande vraiment un renouvellement et puis de nouvelles expertises. Donc il y a de nouveaux interlocuteurs. Il faut qu'ils soient, on va dire, calibrés de part et d'autre. Donc aujourd'hui, c'est un enjeu qui va être, je pense, des plus cruciaux. Quand je pense à l'omni-logistique, quand je pense à des nouveaux jobs qui vont arriver sur du dispatch de stock ou des allocations de stock au niveau international, ou alors sur différentes dimensions, hein, sur les marchés nationaux, une première dimension avec le retail, le e-commerce, une deuxième dimension, on va aller chercher tout ce qui va être les VP, le wholesale ou autre, et puis cette troisième dimension qui arrive encore plus vite que prévu avec le marché de la marketplace et le marché du cross-boarding. Donc aujourd'hui, on va être face à de nouveaux enjeux qui seront plus globaux que jamais. Il y aura des stratégies qui seront internationales, il y aura des stratégies d'entreposage qui sera totalement différent de ce qu'on a vécu aujourd'hui. Donc voilà, la technicité, de la géographie et puis surtout des hommes pour accompagner le projet. Voilà. Ok, donc pour résumer, pour accompagner ça, il y a une évolution de vos métiers, mais aussi finalement du panel de vos offres, une couverture aussi même géographique finalement qui doit s'étendre, puisque l'omnicanalité, c'est vendre partout, y compris sur de nouveaux marchés, facilité quelquefois d'ailleurs par des plateformes marketplace qui sont présentes à l'international et qui facilitent le travail pour les donneurs d'ordre. Et on le constate aussi, nous, là où Steph est présente en Europe, que ce soit en Italie ou en Espagne, où je dirais que la partie aussi, cette partie omnicanalité et les enjeux du e-commerce deviennent de plus en plus majeurs dans ces pays-là. Oui, ce n'est pas un enjeu uniquement franco-français. Ouais. De ton côté, toi, Fabien, qui est en charge justement du département qui accompagne les logisticiens chez Shippingbo, avec des logisticiens très hétérogènes, hein, certains qui sont des petits acteurs locaux, certains qui étaient très matures dans l'e-commerce, d'autres qui étaient très B2B et qui veulent y aller. Quel changement tu constates et comment tu les accompagnes dans cette démarche ? Oui, alors déjà pour orchestrer tout ce qu'on vient de dire, le standard qui s'impose aujourd'hui et qui s'imposera de plus en plus dans les années à venir, ça va bien sûr être les interactions en temps réel. Interaction en temps réel, information du consommateur final sur toute la chaîne du coup de réception, de préparation et d'expédition des commandes. Donc ça, c'est déjà le premier aspect très stratégique. Comme je l'ai évoqué, on a un gros réseau aujourd'hui au sein de notre écosystème qu'on continuera à développer dans les années à venir pour bien sûr s'adapter au marché. Et derrière, on va avoir toutes ces notions aussi qui vont être liées à l'opérationnel. J'aiguille vers tel ou tel entrepôt en France ou à l'international. Je découpe les commandes,
Je vais devoir concaténer les données, tous ces enjeux liés vraiment au système SI de demain. Et là où on a, je pense, une certaine valeur ajoutée, et c'est dans la personnalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'unification du stock, l'omnicanalité ou autre a un intérêt et il est prouvé. Par contre, il faut quand même une force de frappe derrière si on veut pouvoir customiser ses commandes, si on veut personnaliser, si on veut mettre de l'asilage, si on veut pouvoir mettre un petit effet personnel, faire de la broderie. C'est ce qu'on fait aujourd'hui dans nos entrepôts. Et c'est ce qui peut peut-être aussi créer un sentiment qu'il est toujours important de confier son stock à un 3PL expérimenté qui offre du full service, qui va traiter du textile, qui va remettre en conformité. Ça peut vous permettre aussi de gagner du temps. Ça peut permettre aussi de traiter une reverse qui pourrait être traitée séparément, réinjectée ensuite dans le stock, on va dire, comme un flux entrant classique. Donc aujourd'hui, on a une réelle valeur ajoutée aussi sur ces éléments qui ne pourront pas être gérés, on va dire, un peu partout, d'une manière constante, qui ne vous donnera pas un taux de service, on va dire, homogène. Aujourd'hui, ce qui va déterminer vos ventes ou autres, ça va être le NPS et la manière dont vous allez être jugé par le client final. Et il ne faut pas oublier que c'est important qu'à l'ouverture du colis ou à la réception de la palette, il y ait votre touche. Donc aujourd'hui, on est là pour être le prolongement de votre bras, de votre message marketing, pour apporter une solution customisée et être vraiment le reflet de l'exigence et de votre promesse client. L'expérience utilisateur. Ouais, donc finalement, en fait, la logistique n'est pas un mal nécessaire, mais bien un levier stratégique pour vos donneurs d'ordre et fait partie complètement de la création de valeur qu'ils vont proposer à leur client final. Justement, je voulais juste avant peut-être de passer aux questions-réponses, peut-être rentrer un peu plus sur un des axes que vous avez évoqué, qui est quand même assez majeur, c'est cette mouvance D2C. Peut-être que vous voulez un petit peu préciser des choses à ce sujet. Quand on a échangé, on a parlé de l'approche D2C à travers, on va dire, des petits acteurs qui se créent, mais il y a aussi le D2C à travers des grands industriels qui, à travers la pandémie, des fois, ils ont été obligés d'infléchir leur vision sur le e-commerce et la digitalisation au global. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. On a, dans le cadre de nos différents échanges avec nos clients industriels, ils sont très intéressés de connaître quelles sont les évolutions dans ce métier-là. On a quelques expériences en commun sur certains industriels. Et je dirais, pour eux, pour faire la différence, le but pour eux n'est pas de cannibaliser la GMS, le circuit de distribution classique, parce qu'il faut qu'ils apportent une offre plutôt différenciatrice par rapport à ce qu'on retrouve en GMS ou en retail. Et c'est de là où le D2C il est très intéressant, c'est apporter une autre offre, une nouvelle offre. On le voit nous à travers un des clients qui est Lint, qui plutôt à travers son webshop, il présente d'autres produits qu'on ne va pas trouver dans le circuit classique et qu'on a intégré dans un de nos entrepôts. Et l'expérience, elle est vraiment, moi en tant que cliente aussi finale, l'expérience, elle est complètement différente par rapport au circuit et ce qu'on retrouve en produit dans la GMS. Et donc, c'est un enjeu pour eux au quotidien. Certes, il y a le D2C, mais je dirais l'enjeu, c'est comment le réussir. C'est parce que le modèle supply chain des industriels, il est construit au modèle de la GMS. Donc, c'est comment pouvoir le faire. Et c'est tout notre rôle aujourd'hui avec nos clients, c'est de pouvoir leur apporter des solutions là-dessus. Oui, Vincent. Je pense qu'on a eu une tension sur la distribution suite à la pandémie. Pour moi, il y a deux leviers. Il y a un levier de la marque, du marchand, de l'industriel, qui a besoin aussi de maîtriser sa marque. Il y a une croissance aussi des MDD suite à l'inflation. Il y a un marché de la distri qui est en tension. Donc il y a un besoin aussi de collecte de data, de gérer, de faire du testing, d'avoir une approche plus personnalisée, de maîtriser la distribution de son produit d'un point A vers un point B. Donc ça, je pense que c'est des choses qui vont être de plus en plus importantes. Et puis aujourd'hui, le D2C permet d'atteindre de nouveaux marchés en s'affranchissant, on va dire, du système de distribution qu'on a mis en place.
Donc je pense qu'il y a un réel intérêt à le développer. Et aujourd'hui, oui, on a fait des preuves de concept. Comme je le disais tout à l'heure, on a accompagné leader de l'alimentation animale. Ça s'est mis en place afin de livrer toute l'Europe. Et ça fonctionne très bien. Et aujourd'hui, on a monté justement des gens en compétences. Et on arrive à se lever de compétences en croisant les expertises. Voilà. On a une grosse activité e-commerce aujourd'hui. On a une grosse activité agroalimentaire. Il suffisait de fusionner les deux. On a les expertises, on a les task force, on a les équipes, on a la veille innovation. Donc, on va dire que ce n'était pas une réelle transformation, mais c'est des nouveaux schémas qu'on commence à développer de plus en plus et à intégrer dans nos offres full service. Voilà. Merci. Fabien? Oui, sur cette partie D2C, plusieurs enjeux. Déjà, le premier, et vous l'avez très bien indiqué, c'est comment on va accompagner des marques historiquement sur le marché B2B qui veulent demain adresser du coup le consommateur final sans trop perturber l'organisation opérationnelle en place. Et c'est le cas aussi côté SI. Alors, chez Shippingbo, on va le faire en deux phases. Premièrement, on peut proposer un accompagnement à ces marques sur quels seraient les canaux qui seraient adaptés pour eux, avec une équipe de consultants qu'on a en interne. Et derrière, comment est-ce qu'on va pouvoir répondre d'un point de vue SI et typiquement via notre API REST, avoir la capacité de pouvoir plugger facilement un outil type ERP pour tout ce qui va être du coup gestion comptable, etc. Ok, très bien. Donc dans cette logique justement D2C, alors on n'a pas parlé d'exemples concrets, je vais au moins en citer deux. Donc je sais qu'on a un client commun qui s'appelle Andros par exemple. Donc quand on parle justement de transformation D2C, comme disait Ikram, ce n'est pas forcément des petits producteurs locaux uniquement. Y compris dans le food, ce mouvement est en train de se mettre en place. Alors, à chaque fois, la question est un petit peu la même, c'est comment je crée un nouveau canal B2C sans concurrencer mes partenaires GMS. Comme l'a bien dit aussi Vincent, dans l'autre sens, on voit la GMS qui pousse des marques distributeurs. Carrefour le dit ouvertement. Son plan, c'est de faire 40% via ses marques. Donc, aujourd'hui, on voit que la frontière entre distributeurs et marques s'estompe aussi un petit peu. Et du coup, ça crée de la nécessité aussi de transformation des supply chains et une vraie politique d'accompagnement. Un autre exemple peut-être qu'on a fait ensemble avec Logs, c'est le groupe Sonova. Qui gérait justement une grosse partie de ses activités en ligne, donc sur une société française qu'elle a rachetée. Ils ont vu l'agilité en fait de ce groupe qui vendait sur de multiples plateformes, et finalement ça a servi de fer de lance au groupe qui maintenant va transformer complètement son activité. Et pour cela, il veut s'appuyer sur un mix entre de la logistique interne et externe. Et donc, on a, avec Fabien, par exemple, mis en place ce type d'organisation avec une OMS qui va pouvoir orchestrer entre des entrepôts internes-externes issus de différents canaux de distribution. Donc, pour alimenter, donc si vous avez des questions aussi dans du concret, n'hésitez pas par la suite. On va skipper certaines parties parce qu'on veut rester sur les questions-réponses. Simplement, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur en deux mots. La transformation de nos entreprises, c'est avant tout une transformation des hommes. Comment ça impacte chez vous en deux mots? Je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est transformation des équipes, c'est du change management. On est sur un métier qui se transforme énormément. On passe d'un métier, on va dire, ultra physique, d'entreposage, de distribution, un schéma, on va dire, dans le cloud où on va venir alimenter des sources de vente. Donc aujourd'hui, ça demande de nouvelles compétences, de nouvelles expertises, et puis ça demande aussi une remise en question permanente pour modifier les schémas, pour pivoter. On est obligé de le faire assez régulièrement. Et puis se transformer, d'avoir les outils logistiques. Aujourd'hui, on a, on va dire, toutes les compétences
pour accompagner les marques. Quand je reviens sur le D2C, ce qui accélère aussi le D2C, c'est la capacité aujourd'hui technologique de le faire. Avant, une marque ne serait jamais lancée à se dire je vais faire du B2C directement depuis mon site, puisque ça aurait été quelque part presque une catastrophe. Aujourd'hui, on a un taux de service qui est quand même plutôt exceptionnel, qui permet de se lancer sur ce genre de sujet. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un grand changement, un grand bouleversement. Et puis le challenge, voilà, c'est de recruter les bonnes compétences et surtout de dessiner le bon organigramme et de donner les bonnes missions. Merci Vincent. Alors, pour moi, le challenge, il était de taille. Hein. Il était de taille parce qu'on on intégrait à travers notre nouvelle offre eFood Logistique un nouveau mode, on va dire, un nouveau canal. Et embarquer nos équipes IT, direction métier et tout le business vers ce canal-là quand on est plutôt habitué à travailler avec le monde de l'industrie, des producteurs et ainsi de suite. Beaucoup de normes en plus dans le frais. Exactement, était vraiment pour moi le challenge principal. Donc donner du sens et pourquoi, expliquer pourquoi il fallait y aller, quelle est la valeur et la proposition de valeur de cette offre était un des points importants pour moi et pour mes équipes. Derrière, je dirais que même dans nos modes opérationnels, de point de vue entrepôt, il fallait créer ce qu'on appelle le management agile, parce que le monde du e-commerce n'est pas du tout la même chose que quand on est dans des process bordés, industriels et ainsi de suite. Donc c'est sur deux aspects, l'aspect on va dire amont, pour changer les mentalités et embarquer les équipes, et derrière sur l'opérationnel pour délivrer les services attendus à travers nos solutions logistiques et transport. Donc, en résumé, un sponsoring fort et une vision de la direction, et ensuite un accompagnement avec des nouvelles méthodes de gestion de projet. Donc, merci pour votre intervention. On va peut-être passer aux questions-réponses. Merci beaucoup. Est-ce que dans la salle, ça suscite, il y a quand même plein de choses qui ont été dites sur cette évolution aussi omnicanale. On parle beaucoup de marketplace. On voit aussi dans l'actualité des choses qui sont en train de changer dans la logistique, justement à cause ou grâce à ces marketplaces. Peut-être qu'il y a des gens qui se posent des questions et qui veulent s'exprimer dans la salle. Sinon, moi, j'ai des questions, il n'y a pas de souci. Donc, par exemple, moi, j'ai une question. On a vu très récemment, il y a eu des annonces Weaven avec Fnac Darty et Seva. De l'autre côté, il y a Zalando qui a sorti un operating system qui utilise à la fois donc justement de la connexion avec tout un tas de marketplaces. Ça, c'est vraiment au niveau digital. Et puis de l'autre côté, il peut aussi faire appel finalement à plein de types de logistique. Est-ce que, j'aimerais bien avoir à la fois la vision Shippingbo, est-ce que pour vous, ça, c'est des concurrents directs, et puis la vision aussi de vous en tant que logisticien, est-ce que ça va complètement exploser le marché? On sentait un petit peu, Vincent, que vous disiez, voilà, nous, on va se positionner sur la valeur ajoutée, sur la logistique des retours, etc. Ça veut dire que, c'est pas défensif ce que je veux dire, mais ça veut dire que ça va quand même, là, ces marketplaces commence à faire bouger même le marché de la prestation logistique. Alors, voyons ce qu'il en sortira. C'est important, puisque pour l'instant, il y a des effets d'annonce. Oui. Parfois, ça devient salutaire de faire certaines annonces pour montrer qu'on est, on va dire, dans la bonne direction, au moins qu'on se gratte la tête en se disant qu'il faut certainement y aller. Aujourd'hui, les partenaires, on évoquait tout à l'heure, on discutait avec Romain, on parlait d'Amazon, on parlait de toutes les marketplaces historiques ou les solutions de fulfillment. On n'est pas du tout en fait en confrontation, puisqu'on a aujourd'hui une certaine volatilité des flux. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, ce qui se vend très bien aujourd'hui sur Amazon aura peut-être une autre progression sur un autre support. Donc il y aura une très grosse volatilité des sources de vente. Aujourd'hui, on est là aussi pour maintenir et être garant sur un stock unifié, de pouvoir utiliser toujours cette météo, un peu des tendances. Et puis la deuxième chose, c'est que ces acteurs aujourd'hui n'ont pas vocation à traiter, on va dire, l'intégralité des flux. Sans citer de partenaires, on a énormément de marketplaces ou de gros acteurs internationaux qui nous sollicitent puisqu'ils ne maîtrisent pas, on va dire, le plus de 30 kilos ou les volumineux.
Donc aujourd'hui, aller rentrer des canapés, on va dire, chez un acteur comme ceux que vous venez de citer juste avant, ça passera pas. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir, on va dire, une expertise assez large et variée, que ce soit nous dans l'univers de la maison, dans l'automobile, dans la pièce détachée, dans le pneumatique, et après je pense aussi à Ikram dans le food. Tout à fait. Aujourd'hui, on ne les voit pas, et je pense que ces plateformes, à terme, auront aussi des intérêts logistiques sur des pièces qui sont facilement convoyables et avec de belles rotations. Sur d'autres produits, on va dire, un petit peu plus encombrants, un petit peu plus touchy, je pense que le 3PL et les stratégies qu'on mène actuellement seront encore pérennes pendant un certain temps. Tout à fait. Si je réponds, hein, je ne sais pas si je réponds. Oui, je complète tout à fait, je suis entièrement d'accord. Et moi, nous, on connaît un peu l'expérience d'Amazon, à peu près sur l'alimentaire, on peut dire. Et on va dire, on ne le voit pas comme étant une concurrence, mais plutôt, on va dire, une diversification supplémentaire pour nos clients. Donc, je dirais, on va attendre ce que ça donne, parce qu'on connaît un peu quelques lancements qui se sont faits, mais c'est pas pour autant que ça. Mais pour moi, je les vois absolument pas comme étant une menace pour nous. C'est plutôt on va dire un complément d'offres pour les e-commerçants et pour nous une opportunité de se différencier parce que la maîtrise, on va dire, de plus de 50 ans d'expérience sur cette partie-là, en tout cas sur la chaîne alimentaire, n'a pas de... Sur le frais, il y a encore... Et aujourd'hui, on a un partenaire quand même qui nous permet d'utiliser les services d'Amazon et de livrer via Amazon en utilisant des services express que je ne citerai pas, mais que vous connaissez tous, Diet Compliant. Donc aujourd'hui, il y a des leviers de croissance et je pense que voilà, faut pas se fermer de porte. Mais je vais laisser Romain vendra mieux son offre que moi. Non, sans vraiment justement vendre Shippingbo, ça peut être avec Shippingbo ou d'autres acteurs. En fait, aujourd'hui, quand on parle justement d'omni-logistique, nous, on intègre l'offre fulfillment des marketplaces. On est connecté à Octopia, à l'offre fulfillment donc de Cdiscount, à FBA, etc. L'enjeu, c'est de savoir quelle est la quantité de stock que je dois mettre chez ces acteurs et pourquoi. Surtout, pourquoi. Donc, comme le disait Ikram, si par exemple je fais des produits alimentaires et que je commence à mettre du stock chez chaque marketplace, je multiplie, j'éclate mon stock et le produit est périssable. Donc, si jamais ça ne se vend pas comme prévu, comme m'a promis la marketplace, mon produit est perdu. Sans parler de pertes, regardez les conditions de certaines marketplaces pour retourner la marchandise. Quelquefois, il est préférable de les détruire. Donc aujourd'hui, nous, comment on fonctionne avec la plupart de nos clients, c'est qu'ils vont avoir des entrepôts master, qui sont bien souvent justement des experts de la logistique, indépendants, qui eux aussi n'en ont pas trop après vos données, puisqu'ils n'ont pas eux-mêmes e-commerçants. Et ils vont s'appuyer par contre sur ces leviers que sont le fulfillment, qui peuvent offrir vraiment des accélérations, c'est vrai, en termes de visibilité sur la marketplace. Tu citais les programmes Prime, mais aujourd'hui, comme le disait Vincent, nombre de nos clients sont Prime en ayant du stock chez Amazon, mais aussi Prime expédié par le marchand. Prime expédié par le marchand peut être opéré dans l'entrepôt du marchand, dans son magasin, ou même depuis un 3PL. Et nous, on apporte justement cette agnosticité et on garantit, en fait, on est certifié par Amazon, par exemple, pour faire des étiquettes avec des contrats de transport Amazon dans des entrepôts non Amazon. Donc, si agnostivité, ça veut dire agnosticité et exhaustivité. Exactement. Si je peux me permettre, juste rapidement, l'intérêt aujourd'hui et la vocation aussi des 3PL, c'est peut-être d'autoriser une certaine liberté pour la marque, de s'affranchir de certaines marketplaces qui sont aussi partenaires, ou de s'affranchir et de maîtriser totalement son image, son réseau de distribution, sans être parti pris en fait dans certaines structures. Aujourd'hui, on est là pour libérer la marque, lui offrir toutes les possibilités. On essaye d'être un petit peu un moyeu important dans un écosystème, dans un rouage qui lui permette de s'affranchir et d'être autonome dans ses choix de distribution. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un des enjeux des 3PL. Mais finalement, vous êtes d'accord avec Ikram alors sur la logistique, puisque vous voulez centraliser quand même sur une partie et puis différentes marketplaces après. En 2 temps. D'accord. Non mais clairement, c'est vraiment cette politique-là, effectivement, qui consiste à être pragmatique et non dogmatique. Donc chaque fois, avec chaque client,
il faut construire un mix logistique spécifique par rapport à sa problématique. Et au quotidien, lorsqu'on discute avec les équipes d'ICRAM ou Vincent, c'est ce qu'on fait dans une logique d'optimisation de coûts et aussi de satisfaction client, de réachat. Tout à fait. Okay. L'expérience client, elle est très importante. La prise en compte de l'expérience client, elle est très très importante dans ce monde. Ok. Est-ce que vous avez, on peut caser encore une ou deux courtes questions. Après, je vais me faire taper sur les doigts parce qu'on déborde et vous ne pouvez pas non plus aller sur les stands. Et voilà, on a une question du coup là. Bonjour. Présentez s'il vous plaît. Bonjour, moi j'ai une question. Sébastien Parent. Il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris. Enfin, en tout cas, vous avez un OMS, un WMS et un TMS. Mais les 3PL, ils ont aussi des WMS. Donc, est-ce que vous êtes connecté au WMS des 3PL ou est-ce que vous imposez votre WMS aux 3PL et quid des 3PL pour la gestion du multi-WMS? Très bonne question. Donc nous, on pousse en termes d'architecture logicielle ce qu'on appelle le best of breed. C'est-à-dire, on prend le meilleur de chaque SI et on n'essaye pas de réinventer la roue. Donc quand un logisticien est équipé d'une WMS qui fonctionne bien, et on a beaucoup de confrères qui font de l'excellent travail, et d'ailleurs bien mieux que nous sur leur verticale. C'est le cas de Steph, par exemple, qui a même développé son WMS en interne, parce que son métier était très spécifique. Donc on a un produit qui s'appelle WMS Bridge, qui permet de se connecter à n'importe quel WMS du marché. Et d'ailleurs, plusieurs éditeurs développent leur connecteur officiel avec ShippingBo. C'est un mot-clé en fait qu'a dit Vincent, la coopétition. Donc ce qu'on dit qu'il faut faire en termes de logistique, nous on le fait en tant qu'éditeur. Donc on travaille avec des Reflex, des Mechalux par exemple, pour répondre, ou des Savoie qui ont aussi une OMS, pour répondre à des problématiques clients en sur-mesure et sans réinventer la roue. Et je compléterai par rapport à notre expérience. Aujourd'hui, Steph, quand on a adressé, en tout cas lancé notre offre, l'écosystème était important. Se connecter aux différentes sources de vente était important. On a travaillé pendant 1 an sur un appel d'offres, d'abord pour se dire est-ce qu'on doit changer de WMS pour adresser le e-commerce. Donc on est arrivé que notre WMS est pertinent. Il y répondra, il y a des ajustements à faire et un plan produit à mettre en œuvre. Mais bien sûr, il y a l'amont. L'amont dont on a parlé, il s'était posé la question, dois-je me connecter à chaque CMS ? Je ne vous dis pas le coût en face. Donc on a fait le choix de se connecter à travers ShippingBo, d'abord en testant leur solution full, et puis par la suite pour arriver à la conviction qu'il nous faut plutôt travailler avec notre WMS dans notre métier de la food. Voilà. Donc, on a créé un connecteur entre nous qui est maintenant opérationnel depuis 1 mois et demi, sur lequel on a travaillé pendant 6 mois avec nos équipes IT et direction métier, ainsi que les équipes de ShippingBo. Et maintenant, il y a ce bridge entre la solution OMS ShippingBo et le WMS de Steph. Moi, j'ai une toute petite question, puis après, je vous invite à aller voir sur le stand de ShippingBo et à en parler de manière plus approfondie. Juste quand même une question, parce que finalement, là, on choisit de mettre en avant justement l'utilisation aussi de ShippingBo par des 3PL. Mais finalement, vous avez, en termes de clientèle, vous avez à la fois des marques, vous pouvez avoir des marketplaces, vous pouvez avoir des 3PL. C'est forcément, à chaque fois... Tout à l'heure, vous avez donné des exemples où c'est des clients, en fait, vous avez parlé de clients communs, donc vous avez des clients, et puis vous avez aussi un 3PL. C'est toujours comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire que vous êtes un catalyseur d'écosystème ou ça peut être simplement utilisé comme un outil pour un 3PL? Alors, nous, on aime bien dire qu'on n'apporte pas juste un logiciel, mais des solutions. Donc, et pour apporter voilà, la solution, ce qui est notre conviction, c'est étant donné l'exhaustivité de ce qu'on appelle l'omnicanal, un seul acteur n'est pas capable d'apporter l'entièreté des réponses. Donc nous, on veut toujours travailler en réseau. Ça ne veut pas dire que sur chaque cas, on va mettre quelque chose, voilà, et ni en lancement de très complexe. Par exemple, on a des petits vendeurs qui font 30, 50 colis par jour, qui ont un petit entrepôt, et là, ils ont une solution intégrée ShippingBo. Et souvent, comme on va les aider à se développer, c'est comme ça d'ailleurs qu'on en est venu à travailler avec les logisticiens, c'est qu'ils sont venus nous voir en nous disant c'est super, j'ai multiplié par 10 mon volume, maintenant mon entrepôt il est trop petit, moi et ma femme on voulait se lancer dans l'e-commerce, pas la logistique, est-ce que tu pourrais me mettre en relation avec un logisticien? Certains d'entre eux vont basculer à ce moment-là à de la logistique hybride, d'autres vont passer à de la
full externalisation. Bien souvent, ils vont se dire, maintenant que je commence à performer et à avoir une visibilité sur les produits qui marchent sur Amazon, mes top ventes, je voudrais mettre du stock un peu plus pour ces refs-là chez Amazon. Donc, je veux gérer du multi-entrepôt avec aussi du fulfillment, comment j'articule tout ça. Donc, c'est quelque chose qui se fait de façon progressive et naturelle finalement. Et on a des équipes de key account managers qui suivent nos clients avec des business reviews finalement, où on ne parle pas juste de technique. Notre souhait, nous, c'est la réussite business de nos clients au travers justement de notre prestation technologique et aussi de prestations de nos partenaires qu'on va mettre en relation à la fois en direct et puis également on a une page écosystème à l'intérieur de notre plateforme où peuvent interagir nos différents partenaires et clients. Ok, merci Ikram, Vincent, Romain, Fabien. Et puis, j'espère qu'on pourra continuer aussi cette conversation à la fois sur le stand et dans les années qui viennent, puisqu'on a parlé jusqu'en 2026, et voir justement si les marketplaces bousculent un peu ce paysage de la logistique. Merci. Merci à tous. Merci d'être venu. Si vous cherchez notre stand, on est juste en face de l'entrée, donc c'est facile. À tout à l'heure. Alors avant de partir, juste pour vous indiquer, on a pris une petite dizaine de minutes de retard, mais c'est pas pour